Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, nous sommes dans un lieu chargé d'histoire. Nous sommes au musée de Pont-Aven et on va en parler tout de suite avec sa directrice, Sophie Kervran, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Sophie Kervran. Bonjour. Vous êtes la directrice, on dit directrice générale du musée ou directrice Directrice, c'est très bien. Directrice, c'est très bien, du musée de Pont-Aven, ici, en Bretagne. Un lieu chargé d'histoire. Alors, on ne le voit pas forcément comme ça, mais il faut le voir vraiment dans l'extérieur. C'est un bâtiment qui a eu 1000 vies. Ça a été un hôtel des peintres, et on va y revenir. Ça a été un hôpital militaire, ça a été la mairie, et c'est aujourd'hui le musée. Racontez-nous le parcours de cette bâtisse. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un musée de Pont-Aven qui a été rénové en 2016 dans un endroit finalement assez historique, comme vous le disiez, voilà, parce que c'était Julia Guilloux, qu'on appelle une bonne hôtesse. Vous savez, c'est ces femmes bretonnes, on parle beaucoup du matriarcat breton, qui à la fin du 19e siècle était vraiment dans l'entrepreneuriat, qui a racheté un hôtel, qui a ensuite construit une annexe. Et le musée a été rénové dans l'annexe de cet hôtel qui a été construit au début du XXe siècle et qui accueillait des peintres. Donc on ira peut-être tout à l'heure dans la salle qu'on appelle Julia, qui était vraiment la salle à manger où les peintres, les touristes pouvaient s'arrêter et déjeuner. Ça a été un hôpital aussi militaire très peu de temps, enfin pendant en tout cas le temps de la guerre. Et ça a été pendant 30 ans surtout la mairie de la commune. Qu'est-ce qui a décidé de changer la mairie en musée, qui était juste à côté initialement? Oui, alors c'est vrai que je pense que la ville de Pont-Aven, puis après Concarneau-Cornouailles Agglomération, qui aujourd'hui gère le musée de Pont-Aven et le musée de la pêche à Concarneau, avait dans l'idée de faire un musée qui avait un fort rayonnement, et pour les locaux et pour les touristes. Et je pense que ça avait vraiment du sens qu'il soit ici, en centre-ville, dans un lieu qui plus est historique. Et donc voilà, la décision a été prise et bien que la mairie soit transformée en musée. Et je pense au plus grand bonheur de tous nos visiteurs. Alors, j'ai eu la chance de visiter en avant-première le musée pour préparer notre venue. Il est très beau. Oui, merci. Ça a coûté beaucoup d'argent, quoi. Oh, bah, une rénovation, ça coûte toujours un peu de budget. Mais bon, aujourd'hui, on reçoit plus de 110 000 visiteurs par an, de tous horizons. Donc, on a quand même une très bonne fréquentation. Donc, je pense que ça valait le coup, finalement, d'investir pour cette rénovation. On m'a dit 111 000, même, pour être précis. Eh ben, faut toujours être précis. Donc, 111 000, en effet, c'est le chiffre de 2022. Et qui est apparemment un chiffre très important par rapport à qui place le musée de Pont-Aven dans le top 2 des musées bretons? Ah oui, enfin, on est vraiment l'un des musées les plus fréquentés en Bretagne. C'est cool. Bah oui, on est très heureux. Et avec l'exposition qu'on a eue, donc Mathieu Raméeux cet été, Viviane Mayer entre février et mai 2022, c'est vrai qu'on a réussi finalement à mutualiser toutes les synergies pour qu'on ait ce beau succès. Parce que Pont-Aven, il y a 3000 habitants l'hiver, j'ai envie de dire. Ça change forcément l'été avec les vacances, mais comment on arrive quand même à faire venir 111 000 personnes quand on est une commune de 3000 habitants? Qu'est-ce qui fait la renommée aujourd'hui, le succès du musée? Alors, je pense qu'on a vraiment réussi à inscrire Pont-Aven, cette petite cité, au sein du paysage muséal français. Franchement, aujourd'hui, tout le monde connaît Pont-Aven, aussi parce qu'il y a l'école de Pont-Aven, Gauguin, Émile Bernard. Vous allez au Museum of Modern Art à New York, vous allez trouver des vues de Pont-Aven. C'est vrai? Voilà, bien sûr. Ou des vues de Pont-Aven, parce que les Américains disent Pont-Aven. Ça aurait pu être américain. Également, voilà. Et je pense qu'on est vraiment reconnu, notre nom est connu de par le monde. On est un peu une appellation contrôlée. Et c'est vrai qu'avoir un musée, on a un partenariat avec le musée d'Orsay. Donc voilà, ça montre aussi qu'on fait partie de ces musées importants dans le paysage français. Et de l'histoire. Il y a un centre de documentation ici. Est-ce qu'il y en a dans tous les musées ou est-ce que le vôtre est très important et à quoi ça sert? Alors c'est vrai que le centre de ressources, c'est un endroit clé ici au musée. On y reçoit des chercheurs allemands, américains et français bien entendu, mais aussi des étudiants. Il regroupe beaucoup de ressources autour des artistes de l'école de Pont-Aven, Gauguin, Sérusier, voilà tous ces noms un petit peu connus, Émile Bernard. Et donc on peut y consulter des archives, des ouvrages, et puis même aussi quelquefois des estampes, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un endroit important que l'on défend au sein de notre établissement. Alors là, on va rentrer, il y a deux choses qui sont importantes dans le musée. Vous avez une collection permanente. Oui. Et puis, il y a aussi des expositions.
très précises, voilà, que vous choisissez. Donc là, on va rentrer dans l'une d'elles. Donc on va voir des œuvres de Willy Ronis, photographe français, qui a des origines ukrainiennes et lituaniennes. Vous voyez, j'ai vachement bien travaillé. J'ai vachement bien travaillé. Moi j'ai toujours une question. Comment on choisit telle exposition plutôt qu'une autre? Alors, nous, on a déjà choisi la photographie. C'était important de faire entrer ce médium dans notre musée parce que la photographie, ça diversifie notre public. Je ne sais pas si vous êtes un amateur de musée, mais certains ont du mal à franchir le seuil de notre établissement parce que voilà, Gauguin, Sérusier, ça peut faire peur. Et quelquefois, via la photographie, et via comme un artiste comme Willy Ronis, qui est reconnu, qui fait des photos qui parlent à tout le monde, eh bien les gens vont venir voir, puis vont se dire, bon bah, je vais aller à l'étage, je vais aller découvrir les peintures, et puis se dire, bah finalement, ce musée, c'est un lieu convivial, on peut y venir en famille, on s'y amuse, c'est sympathique. Et finalement, c'est le défi est relevé grâce à ce type d'exposition temporaire. C'est vraiment une clé d'entrée, quoi. Pourquoi Willy Ronis? Alors, Willy Ronis… Qui choisit? Est-ce que c'est vous, en tant que directrice, qui choisissez de dire, tiens, on va faire une exposition sur Willy Ronis, ou est-ce que c'est une décision qui est collégiale? Alors, c'est une décision qu'on prend en équipe. C'est vrai que moi, j'ai déjà travaillé sur une exposition dans une autre vie autour d'un autre photographe très connu qui s'appelle Robert Doisneau. Ouais. Et lorsque je suis arrivée ici, je voulais aussi développer la photographie. Willy Ronis, ça semblait une évidence. Et on a pris contact avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui est à Paris et qui conserve le fonds de Willy Ronis, donc c'est plusieurs centaines de milliers de clichés, voilà, et qui a accepté de travailler avec nous. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette exposition sur ce fil directeur, parce que le sous-titre de l'exposition, c'est « Se retrouver ». On se disait que, bah, après tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va un petit peu vivre encore, je pense, ça faisait du bien aussi d'avoir une thématique assez joyeuse, assez gaie. Là, on voit, vous allez voir avec toutes les images, enfin, je parle à vous qui êtes derrière votre écran, les images réalisées par Vincent, on voit les cadres, enfin les photos qui sont dans les cadres. Tout ça, c'est préparé par l'équipe du musée. Parce que vous recevez uniquement la photo, donc il faut bien se rendre compte qu'il y a un travail quand même incroyable de préparation, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une équipe dans les coulisses qui est moteur pour l'ensemble de cette organisation, qui en effet, bah, comme vous le dites, on met sous ce qu'on appelle passe-partout, on encadre, on accroche, et puis voilà, l'accrochage, c'est pas comme quand vous accrochez un poster chez vous, hein, vous ne prenez pas des punaises et vous ne les mettez pas au mur, ou de la pâte à fixe. Donc il y a vraiment tout un système. On est là pour superviser, pour dire, bah voilà, cette photo elle est plutôt en haut, on fait plutôt ce type d'accrochage. Il y a des archives. C'est vraiment un travail de l'ombre et qui permet après aux visiteurs de découvrir, bah, ici c'est plus de 200 photos qui sont exposées. L'exposition va durer combien de temps là? Alors elle va du 4 février jusqu'au 29 mai. Ok. Ah oui, c'est très très long. Oh, ça va, c'est 3 mois. 3-4 mois, ouais. C'est une durée moyenne d'exposition? Oui, à peu près, surtout que pour certains documents, on ne peut pas les exposer trop longtemps à la lumière. Donc voilà, c'est aussi pour qu'ils soient conservés et transmis aux générations futures. Vous accueillez alors le public forcément, des scolaires aussi. Comment ils réagissent les enfants quand ils voient des photos de personnes d'une autre époque, quoi? Oui, alors on a la chance d'avoir Il y a un contraste, quoi. Voilà, on a la chance d'avoir un service des publics avec des médiatrices culturelles qui sont formées justement pour interagir avec ce type de public et leur apprendre aussi quelquefois à lire ce type de photographie. Mais comme vous le dites, enfin voilà, là on a pas mal de petits jeux, un parcours jeune public tout au long de l'exposition avec des visionneuses de diapositives. Je pense que pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont voir une visionneuse de diapo. Hein. Enfin voilà. C'était même la première fois pour moi. Je vous l'avoue, je l'ai testé tout à l'heure. Vous êtes plus vieux que moi, plus jeune que moi. Sans doute. Donc, c'est la première fois que j'arrivais même pas à mettre le… Ah ben non. Ouais. Et donc c'est vrai qu'une photo en noir et blanc qui est tirée, qui a été prise en argentique, voilà, il va falloir expliquer tout ça et dire la totale différence avec aujourd'hui, on prend son smartphone, on prend son cliché en numérique, on peut en prendre tant qu'on veut, on fait même plus le tri, on les garde ad vitam aeternam, voire on les oublie à jamais, alors que là les photographes ils devaient vraiment faire une sélection, faire un choix, ils pouvaient pas gâcher de la pellicule. Hein. En parlant de choix et de sélection, il y a 200 photos, vous l'avez dit, sur l'exposition. C'est vous qui les choisissez? Qui choisit les photos qu'on va exposer? Alors, on a travaillé donc moi, ma collègue Camille Armandari, qui est chargée des expositions ici au sein du musée, et puis avec Ronan Guinet, qui est chargé du fonds Willy Ronis à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. On est ce qu'on appelle des commissaires de l'exposition. Ok. Voilà. C'est vous qui en êtes responsable. Il y a une responsabilité effectivement juridique si demain quelqu'un
porte atteinte au cadre? Comment ça se passe d'ailleurs? Alors, bien sûr, notre objectif fondamental, c'est qu'il n'y ait aucun problème sur les photos et sur les œuvres. Mais bon, ça, on a aussi une équipe d'agents d'accueil et de surveillance qui est formée justement à la sûreté et qui sait comment agir pour que personne ne touche délibérément les œuvres. On a vu la partie exposition temporaire. Là, on va passer à l'exposition permanente. Il y a combien d'œuvres dans l'exposition permanente? Ah, j'ai pas bien vérifié avant, je suis pas très forte avec les chiffres. Je dirais elle a une centaine. Une centaine. Là aussi, elles appartiennent toutes au musée ou est-ce qu'il y a des prêts avec d'autres musées? Alors, la plupart appartiennent à notre musée. On a ce qu'on appelle des dépôts. Alors, les dépôts d'œuvres, ce sont des prêts un petit peu plus longs d'autres musées. On le verra tout à l'heure, on a un dépôt du musée d'Orsay. C'est un tableau de Gauguin qui nous est prêté pour 5 ans. D'accord. Voilà. C'est pareil, même question pour les photos. Comment on choisit d'exposer telle ou telle œuvre? Alors en fait, dans notre jargon, on a ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. C'est le projet qui dit en fait qu'est-ce que ce musée, qu'est-ce qu'on expose. Et nous, c'est facile, on veut raconter l'histoire de Pont-Aven, de l'arrivée des premiers peintres, des peintres américains dans les années 1860, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et à partir de là, on peut acheter des tableaux sur le marché de l'art, à des collectionneurs, mais vraiment suivant cette orientation. Et voilà, vous verrez ici qu'on a acheté des œuvres assez récemment, notamment d'artistes femmes, parce que c'est aussi important de combler quelques faiblesses à ce niveau-là, et donc de montrer des artistes femmes qui sont venues à Pont-Aven. On m'a dit que celle-ci là-bas, c'était la dernière arrivée, c'est ça? Oui, c'est ça, d'Elin Danielsson Gambogi, vous êtes bien renseigné, c'est une artiste finlandaise. Et moi, je trouve ça assez fort. Vous vous rendez compte, Pont-Aven, même aujourd'hui, donc 3000 habitants, donc c'était moins au 19e siècle, mais on y parlait anglais, on y parlait scandinave. Enfin voilà, c'est une artiste finlandaise, elle venait dans les années 1880 avec ses collègues pendant l'été, peindre à Concarneau, à Pont-Aven, dans toute la Bretagne. Ça bruissait de différentes langues, c'était très cosmopolite. Je trouve ça assez formidable à la fin du 19e siècle. Vous avez parlé de la manière d'avoir les tableaux, les acheter ou autres. Comment fonctionne financièrement un musée? Parce que ça appartient aussi à la collectivité. Comment le budget est-il fait? Alors, donc on a bien sûr le budget de la collectivité, comme vous le disiez. Donc pour nous, c'est Concarneau-Cornouailles Agglomération. On a la chance d'avoir aussi le soutien d'une association, qui est une association des Amis du Musée. Et puis surtout, un mécène historique, CIC Ouest, depuis la rénovation du musée, qui nous a aidé à acquérir vraiment de nombreuses œuvres pour nos collections permanentes. On va parler un petit peu de vous quand même, Sophie. C'est quoi votre parcours? Comment on arrive directrice d'un musée? Je sais que vous étiez dans un autre musée avant, pas très loin d'ici, à Quimper, mais c'est quoi votre parcours? J'ai une maîtrise d'histoire. Vous êtes bretonne déjà? Alors je suis bretonne, voilà, je suis brestoise, je suis même brestoise. Encore mieux. Et on embrasse nos amis brestois. Voilà, exactement. Donc oui, j'ai fait mes études en partie à Brest, une maîtrise d'histoire, et après je suis montée sur Paris pour faire un DEA Histoire et politique du patrimoine et des musées. J'ai commencé une thèse et puis après j'ai eu un concours. J'étais directrice d'un petit musée sur l'île de Ré et puis directrice du patrimoine à Vannes. Donc je remonte, vous voyez, au fur et à mesure. Et puis j'ai eu le concours de conservateur du patrimoine et je suis devenue directrice adjointe du musée des Beaux-Arts de Quimper et enfin directrice du musée de Pont-Aven. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est ça. On voit là, il y a des feuilles avec des crayons pour les enfants. On incite aussi les enfants à venir dessiner, peut-être certains se révéler. Il y a une vraie transmission. Oui, merci d'y porter attention parce que c'est vraiment l'un de nos points vraiment fondamentaux au sein du musée. C'est vraiment cette ouverture au public. On en parlait tout à l'heure. Ce musée, il n'est pas fait que pour moi et pour ceux qui ont fait des études d'histoire de l'art. Ce musée, il est vraiment fait pour tout le monde, pour les familles, pour ceux qui ont des revenus modestes, pour les personnes âgées. Et c'est important que les enfants s'habituent à venir ici parce que plus tard, ils y reviendront quand ils seront jeunes adultes. Ils y reviendront avec leurs propres enfants. Et puis montrer que, voilà, je pense que vous aussi, vous avez peut-être fait des visites de musée quelquefois avec les parents un peu ennuyeuses, où vous regardez votre monde, vous n'aviez qu'une envie, c'était de barrer, pour être honnête. Et voilà. Et aujourd'hui, au musée de Pont-Aven, c'est montré que voilà, pendant que papa et maman sont en train d'admirer une œuvre, finalement, on peut la regarder, y jeter un œil, et puis aller s'en inspirer pour faire un dessin, aller sur une tablette, voilà, c'est faire un jeu d'énigmes, y revenir. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'objectif. On va avancer par là, on va arriver déjà à la fin de notre échange. Sophie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023? C'est quoi le cap fixé pour le musée de Pont-Aven?
Alors, pour nous, c'est l'idée d'un musée citoyen. Alors, c'est peut-être un mot un peu pompeux, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire un musée, voilà, je vous le redis, ouvert à tous. Un musée qui est aussi en lien avec l'actualité. On peut parler développement durable quand on est dans un musée. On peut parler parité homme-femme. On peut parler diversité culturelle. Voilà, on a envie vraiment que le musée soit un lieu convivial où tout le monde s'y retrouve. Donc, plus que la course aux chiffres, moi, j'ai envie d'avoir la course au public. Voilà. En tout cas, on sent un discours passionné. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du musée de Pont-Aven. Sophie Kervran, vous êtes la directrice du musée. Vous pouvez y aller, vous serez bien accueillis. Il est magnifique. Allez-y, vous ne regretterez pas. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.